France Maghreb 2. Pour ce jeudi 5 décembre, vous le savez, c'est la grève générale aujourd'hui. Craignez-vous une poursuite du mouvement sur la durée et une paralysie du pays? On en parle dans un instant avec vous et avec Mehdi Chebaiki qui sera avec nous. Vous pouvez voter évidemment et répondre à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Invité tout à l'heure, Yessa du collectif de défense des Montois créé au lendemain des interpellations, vous en souvenez peut-être, des 151 lycéens à Mantes-la-Jolie le 6 décembre dernier. Ce collectif qui organise une grande marche à Paris ce dimanche 8 décembre. On en parlera avec elle tout à l'heure. C'est parti pour le LGF jusqu'à 18h. Soyez-en les bienvenus. Le grand forum, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, à ceux qui nous rejoignent ce jeudi 5 décembre et beaucoup sont restés à la maison parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est jour de grève générale partout en France et de mobilisation à travers la France. Les différents secteurs sont en grève aujourd'hui contre les réformes des retraites avec la SNCF, la RATP, le monde hospitalier, le monde enseignant et la fonction publique dans son ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le mouvement va perdurer? Est-ce que vous craignez une paralysie du pays? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Vous êtes 70% sur Facebook à le penser, que ça va se poursuivre, qu'on risque d'assister à une paralysie du pays. Et vous continuez de nous appeler là aussi sur Twitter, le grand forum FM2 pour évidemment voter. Pour m'accompagner aujourd'hui, Monsieur Mehdi Chebaiki. Salut mon Mehdi. Salut à toi mon Christophe, bonjour à tous nos auditeurs. Alors Mehdi, je te propose tout de suite de prendre la direction de la grande mobilisation, la grande manifestation parisienne qui a démarré de Gare du Nord tout à l'heure en direction de la place de la Nation. Philippe Bouriaki pour le LGF et France Maghreb 2 est sur place. Salut Philippe. Oui, bonjour toute l'équipe, bonjour les auditeurs et les auditrices du Grand Forum. Alors comment se passe cette marche, cette manifestation Philippe? Écoute, jusqu'à présent ça se passait de façon bon enfant. On a quasiment fait pendant 2 heures du sur-place, sauf que maintenant on commence à ressentir les gaz lacrymogènes. On n'est toujours pas arrivé à la République. Alors je te confirme, Philippe, que la place de la République, il y a eu énormément de casses. Ils ont tout pété là-bas, place de la République. Et il y a des pompiers qui sont en train d'éteindre plusieurs incendies. C'est vraiment parti en live, place de la République. De là où on était, on voyait les fumées évidemment dans le ciel. On pouvait pas du tout savoir ce qu'il y avait parce qu'on était vraiment compact. J'étais au niveau du carré de la CGT, le cortège officiel. D'ailleurs très compliqué pour avoir une interview de Philippe Martinez, j'ai pas pu l'avoir. On nous l'a refusé en nous disant qu'il y avait une conférence de presse à telle heure, il fallait être là. Et donc depuis, plus personne ne peut rentrer, malgré les conditions très compliquées de pouvoir se dépasser, de pouvoir arriver jusqu'à la manifestation, parce que c'est complètement hermétique, toutes les rues sont bloquées, et comme je suis passé par une petite rue sans me rendre compte, j'étais immobilisé par les forces de l'ordre pendant plus d'1 heure, et donc voilà, donc c'est très compliqué, là ça commence à devenir chaud, tout le staff de la CGT, le service d'ordre, le SO, a commencé à mettre les casques, les lunettes et les masques. Philippe Martinez est en retrait maintenant, au moins de 20 mètres devant la banderole officielle. Il y a vraiment un bloc autour de lui et le cortège est encore bien compact. Je suis remonté à Gare de l'Est et il y a encore beaucoup de monde qui ne savent pas qu'en fin de compte on ne pourra pas avancer plus malheureusement. Du personnel hospitalier, des pompiers, des jeunes étudiants, le syndicat la Fidèle, la CGT, FO, Sud, UNSA, le Parti communiste, Europe et le Gilet vert, enfin vraiment beaucoup de monde. Il y a eu un chiffre de 176 000 qui a été annoncé. J'ai l'impression qu'on a été bien au-delà, mais maintenant le côté de la manifestation bon enfant a l'air de ne plus être ce qu'il était au début, et puis on a des gens qui commencent à partir sur les rues adjacentes pour éviter de se retrouver nassés à un moment donné. Bon, on prendra de tes nouvelles tout à l'heure, mon Philippe. Fais attention à toi, hein, évidemment, parce que c'est un peu risqué quand même. Hein. Donc fais attention à toi. On te rappelle tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et vous pouvez suivre évidemment les directs aussi de notre ami Bouriaki sur la page Christophe le Grand Forum. C'est vrai on s'aperçoit qu'il y a énormément de monde. Bon, Mehdi, c'était attendu. En même temps, les médias nous avaient prévenu, ça allait partir en cacahuète. C'est le cas du côté de la place de la République. Ils ont tout pété. Vraiment, le spectacle est vraiment pitoyable. Hein.
Hélas, là pour le coup, je pense pas que ça serve la cause de qui que ce soit d'aller faire de la casse comme ça pour ce genre de raisons. Je veux dire, là, on parle de manifestation pour les retraites. Il s'agit pas de révolution nationale, il s'agit pas de combat armé ou violent. Donc, honnêtement, je vois pas l'intérêt de partir dans de la casse. Après, on sait toujours que lorsqu'il y a de la casse, souvent il y a aussi des interactions qu'on ne connaît pas ou qui ne se voient pas forcément. Il y a des méthodes parfois casseur où on casse la première vitre et puis la foule suit, et il y a aussi tout un tas d'idiots qui cassent en premier, c'est clair. Ouais. Alors Mehdi Chebaiki, la question que l'on pose aujourd'hui, à laquelle les auditeurs évidemment peuvent nous appeler au 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone du standard de la radio France Maghreb 2, pour nous joindre. Vous le savez, comme d'habitude, le peuple a la parole dans cette émission. Est-ce que vous pensez que cette grève va perdurer, va durer? Alors on sait d'ores et déjà que la RATP a annoncé la poursuite de la grève jusqu'à lundi prochain inclus. La SNCF, visiblement, ça semble reconduit pour demain. Avec de même conditions de circulation. Alors on s'aperçoit par exemple qu'il y a à peu près 50% de grévistes. Comment on explique, Mehdi, c'est là ma première question, comment on explique qu'à la SNCF par exemple il y a autant de paralysie avec 50% de taux de grévistes? Alors déjà, il faut savoir que 50% de grévistes pour une entreprise comme la SNCF, c'est énorme. Il y a environ 130 000 cheminots, donc 50% de grévistes, c'est quasiment 65 000 cheminots, 65 000 personnes en grève. Il y a des postes qui sont plus stratégiques que d'autres. Les personnes qui sont à l'accueil, par exemple, bon, si elles font grève, forcément, ça aura moins d'impact. Maintenant, si tu as les conducteurs, donc les mécanos, ce qu'on appelle les mécanos, et si tu as notamment les aiguilleurs, qui se mettent en grève, et je sais qu'il y a un fort taux de grève chez les aiguilleurs, eh ben c'est comme dans les avions, c'est comme les aiguilleurs du ciel. Du coup, les trains ne peuvent plus circuler, et à partir de là, tout le système est bloqué. D'accord, ok, très bien. Alors, est-ce que tu penses, Mehdi Chebaiki, au regard de ce qui se passe aujourd'hui en France, est-ce que tu penses que cette grève va perdurer, et est-ce qu'il faut craindre une paralysie du pays? Une grève qui perdure sur le long terme, je ne crois pas. Sur ce week-end, certainement, ça va être compliqué tout le week-end. Hein, il faut s'y attendre. Sur le long terme, ça m'étonnerait. Les fêtes approchent. Je ne suis pas certain que les gens aient encore beaucoup d'argent à perdre, notamment avec un an de gilets jaunes. Hein. Il y a des gens qui manifestent aujourd'hui, qui se mettent en grève aujourd'hui, qui étaient gilets jaunes pendant tout le courant de l'année 2019. Donc, à partir de là, je pense que les forces vives de la contestation sociale ont quand même été bien élimés aux manches, comme on dit, par cette année 2019. Un mouvement ferme et dur sur ce week-end, avec des répliques certainement au courant du mois de décembre, mais un mouvement qui dure vraiment dans la longueur, ça m'étonnerait. Oui, alors, vous nous appelez pour nous donner votre avis sur le sujet, 01 40 33 9000, pour nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces grèves. D'abord, est-ce que vous êtes gréviste, oui ou non? Est-ce que vous travaillez? Comment ça se passe pour vous? Comment avez-vous fait pour vous organiser? Je sais pas comment ça s'est passé à Lyon, mais ce matin, visiblement, la circulation était digne d'un dimanche matin, donc il y avait quasi personne sur les routes. C'était assez impressionnant d'ailleurs pour venir au travail. Donc celui qui avait de quoi prendre la voiture pouvait se rendre à son travail. Pour celui qui était évidemment tributaire des transports, c'était beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a un trafic quasi nul, notamment sur le RER D et C. Pour la partie RATP, c'est quand même pas moins de 11 lignes de métro qui sont fermées. Donc ça représente quand même un blocage assez important pour les habitants de Paris et la région. Comment ça se passe du côté de Lyon? Oh, ça à peu près pareil, hein. On avait un TER sur 20 qui circulait, je crois que c'était un TGV sur 8, grosso modo, donc quasi rien. Un TER sur 20, c'est rien, hein. Il y a même des lignes qui ont été fermées, la ligne Lyon-Saint-Étienne ne fonctionnait pas, voilà. Entre Lyon et Valence aussi. Une information qui vient de tomber, la SNCF annonce l'annulation de 90% des TGV pour demain et 70% des TER. Ouais, mais alors ça, c'est, j'ai envie de te dire, c'est un peu normal, au sens où après une forte grève, le matériel, il faut savoir qu'il y a une rotation des hommes et du matériel. Un train, quand il part, le personnel dort dans la ville qui n'est pas la sienne, le matériel dort dans une autre ville, et là, forcément, à partir du moment où tout a été chamboulé, ce qu'on appelle la reprise à des conditions de circulation normales prend forcément du temps. Et avec un mouvement pareil, c'est tout à fait compréhensible. D'accord, donc ça veut dire que si tant est que, bon, a priori la grève, on ne sait pas encore tout à fait si la SNCF reconduit pour demain. Visiblement, ça a l'air d'être le cas. On sera plutôt en début de soirée, on sera fixé. Mais quoi qu'il en soit, même si quelques personnels décident de reprendre le travail, ça risque d'être compliqué. Et pour la remise en ordre, ça va prendre quelques jours. Voilà, exactement. Généralement, c'est au moins 24 heures de problématiques qui suivent une grève qui est très suivie. Il faut au moins tabler là-dessus. Très bien. Alors,
Vous appelle 01 40 33 9000. Dites-nous ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous êtes gréviste ou pas? Est-ce que vous avez pu aller au travail? Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes aussi dans les écoles, cher Mehdi. Beaucoup d'enfants n'ont pas pu aller se rendre à l'école parce que les écoles étaient tout simplement fermées. Et il y a 51% de taux de participation dans le monde des enseignants, ce qui est quand même pas mal là aussi, dans ce secteur-là. Donc dites-nous comment vous êtes fait pour vous organiser. Est-ce que vous êtes vous-même gréviste? 01 40 33 9000. Est-ce que t'es gréviste toi, mon Mehdi, aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en congé, mon cher Christophe. Alors là, voilà. Ces mecs de la SNCF et des transports de la RATP et compagnie, ils arrivent à se retrouver en congé ou en RTT le jour de la grève. Ils sont extraordinaires, ces mecs-là. Non, tout à fait. Alors, il faut savoir une chose, comme je l'ai souvent dit sur nos ondes, moi, je n'ai pas le statut de cheminot. Donc, je travaille à la SNCF, j'ai un CDI d'ordre privé, donc un contrat privé à la SNCF. Je ne suis pas cheminot, je ne suis pas impacté au terme de la retraite par rapport à la retraite des cheminots. Je suis impacté comme tout un chacun, comme chaque citoyen par rapport à la retraite classique. Très bien. Bon, précision apportée et utile. Hakim est avec nous, nous appelle de Dijon. Bonjour Hakim. Bonjour. Bonjour Hakim, comment ça se passe pour vous, cher Hakim? Ah oui, d'accord, ok. Bon on voit ça a l'air mal se passer à Dijon. Hein. Il est en grève du cerveau peut-être aujourd'hui, je sais pas. À chacun sa grève en même temps. Bon, 01 40 33 9000. Hakim, bon c'est bon, t'es content, t'as fait le malin à la radio, t'as fait plaisir à tes copains. Christophe, est-ce qu'on peut dire qu'il a fait le buzz? Ah, il a fait le buzz. Ouais, absolument. Mais moi je préfère le vrai buzz. C'est celui-là le vrai buzz. Attends, il est où? Il est où le vrai buzz? Ah, il est là. Voilà, là c'est du vrai buzz. C'est pas n'importe quoi, tu vois mon ami. Bon, entraîne-toi, 01 40 33 9000, c'est ça aussi le direct. Vous êtes bien en direct sur France Maghreb 2. On parle de cette grève générale qui a démarré ce matin, un petit peu partout et dans différents secteurs en France. On rappelle que le cortège parisien est parti de Gare du Nord et qu'il semblerait, c'est qu'il y a eu beaucoup de débordements et la place de la République, là où ils ont tout cassé, visiblement les Black Blocs, comme l'ont annoncé d'ailleurs les médias Mehdi depuis plusieurs jours, étaient bel et bien au rendez-vous. Ils sont plusieurs centaines à mettre le feu, à tout péter, place de la République. Moi, une question que je me pose quand même, Mehdi, je sais pas si t'as la réponse, mais comment se fait-il qu'à chaque manifestation, les autorités prévoient l'arrivée de ces fameux Black Blocs, on est incapable de les interpeller? Comment on peut expliquer ça? Je pense qu'ils doivent être... Les autorités sont très bien renseignées sur ces mouvements, mais ces mouvements ont quand même une expertise de la manifestation, une expertise de la bagarre. Ils savent comment faire pour passer parfois en dessous des radars. C'est des gens qui ne communiquent pas sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ne communiquent que dans des cercles très privés. Donc c'est assez difficile, je pense, de pouvoir vraiment cibler leur organisation et savoir quelles seront leurs cibles. Alors, je pense pas qu'ils arrivent en métro en noir, de manière tout à fait publique. Je pense que c'est des gens qui doivent arriver habillés comme toi et moi, et puis qui à un top départ se mettent en ordre de bataille et puis se mettent à vouloir se battre avec la police. Ouais. 01 40 33 9000, j'en profite pour faire une petite parenthèse. On reçoit énormément d'appels, encore une fois, par rapport à l'émission spéciale consacrée à l'Algérie, puisque nous recevions mardi dernier les représentants des candidats, des quelques candidats en tout cas qu'on a reçus ce mardi. Visiblement, beaucoup de gens sont agacés, Mehdi, nous accusant d'être complices, nous accusant de relayer la machine du système. Il y en a même certains qui appellent au boycott. Donc je tenais juste à préciser qu'on fait simplement notre rôle de média. On n'est pas là pour cautionner ou ne pas cautionner quoi que ce soit. On relaie simplement un événement qui se déroule en Algérie pas plus tard que dans une semaine, puisque c'est prévu le 12 décembre prochain. Cette élection, à chacun est libre de pouvoir aller voter ou pas d'ailleurs. L'important, je pense qu'il y a un truc qui s'appelle le respect et la démocratie. Et donc si toutefois des personnes ont envie d'aller voter, qu'on les laisse aller voter. Si toutefois il y a des personnes qui n'ont pas envie d'aller voter, qu'ils n'aillent pas voter. Mais nous, à la différence de quelques autres médias, et je ne citerai personne, nous avons toujours été droits dans nos bottes dans notre lecture et dans notre traitement d'informations concernant l'Algérie et d'autres pays, d'autres situations. Voilà, donc on n'était pas contre le 5e mandat, mais oui, on y était. En tout cas, on l'a fait savoir. Et à chaque fois qu'il y a des élections, on relaie parce que on pense et on croit
la capacité d'une élection à résoudre peut-être pas tous les problèmes, mais en tout cas à ce que chacune et chacun puisse s'exprimer. N'allez pas y voir quoi que ce soit, n'allez pas chercher midi à 14h dans votre imagination parfois débordante. Nous sommes simplement un média et nous relayons une information importante qui se déroule donc en l'occurrence comme c'était le cas en Tunisie il y a quelque temps, aujourd'hui en Algérie. Et si demain il y a d'autres élections ailleurs dans le monde qui nous concernent, on fera la même chose. Donc les procès que vous nous faites franchement sont nuls et non avenus. Et voilà, donc encore une fois, si quelqu'un souhaite s'exprimer, qu'il le fasse, 01 40 33 9000. On saura quoi lui répondre, mon Mehdi. Ah, tout à fait. Et puis, je préciserai également que le totalitarisme n'a pas de visage et qu'il peut se retrouver dans tous les courants, absolument tous les courants et toutes les opinions, même les plus libertaires soient-elles. Et hélas, on assiste souvent à des retours de bâton, c'est-à-dire que lorsque des personnes ont été privées de parole pendant très longtemps, ou qu'elles n'ont pas trouvé le courage de la prendre, une fois que la parole se libère, on assiste vraiment à un lâcher total et à une chasse aux sorcières qui n'a pas lieu d'être, puisqu'en l'occurrence, France Maghreb 2 a certes fait cette émission sur l'élection présidentielle algérienne, mais France Maghreb 2 n'est pas la dernière à critiquer la politique algérienne. Il y a des gens qui passent à l'antenne qui sont critiques, parfois même acides, vis-à-vis du système et du pouvoir algérien. Donc il y a strictement aucune raison de se faire, comme tu l'as dit. Non, mais il paraît qu'on aurait reçu un chèque de Guet Salah, c'est n'importe quoi, franchement, quand on peut entendre des idioties pareilles. De Guet Salah. Ah bon, ouais. France Maghreb 2 a reçu des chèques de l'Algérie, c'est du grand n'importe quoi. Vous êtes des malades, les mecs. Franchement, je vous dis honnêtement, vous êtes des grands malades. Honnêtement, vu le un chèque de Guet Salah, le cours de la devise dinar algérien. C'est clair que c'est pas très rentable. C'est pas un gros chèque. On accueille Fares qui nous appelle du 78. Salut Fares. Salut Christophe, salut à votre invité. Salut Fares. En fait, moi en fait, qu'est-ce qui me gêne en fait, je ne vous accuse pas. Vous êtes un média comme vous dites, vous faites votre boulot, c'est bien, mais c'est juste en fait, il faut faire un pas. Les élections qui vont se passer en Algérie, c'est pas des élections dans des conditions normales. Comment vous pouvez accueillir des candidats, on sait tous qu'ils étaient dans le système, tout ça. Qu'est-ce qu'on veut dire, et on a 300 personnes qui sont en prison juste pour un emblème de notre culture ou pour une parole, comme comment il s'appelle, le commando Bourgra qui est en prison juste parce qu'il a critiqué le général Guet Salah. Franchement, je sais pas si j'ai jamais vu des élections comme ça. Et deuxièmement, si vous dites que vous êtes un média libre et vous faites votre travail, est-ce que demain vous allez inviter Marine Le Pen par exemple? Je vois pas le rapport, Fares, pardon, mais je vois pas le rapport du tout. Le rapport en fait, vous dites pourquoi je conçois, vous faites votre travail, vous êtes un média, vous reliez des informations. Oui. Demain, si Marine Le Pen par exemple, là il va se présenter aux élections présidentielles françaises, comme vous êtes un média libre, même malgré vous acceptez, vous partagez pas vos idées, ces idées, il faut l'inviter alors. Mais vous confondez deux choses, mon cher Fares, si je peux me permettre. Parce que Marine Le Pen, effectivement, on a toujours été clair là-dessus. Nous, tout ce qui est extrême droite, on n'invite pas, d'accord, parce qu'on cautionne pas. En l'occurrence, il faut pas. Attendez, Fares. Il faut pas tout confondre entre effectivement des idées d'un parti qu'on connaît tous, qui s'appelle le Front National, et une élection en Algérie. Je vois aucun rapport. Le rapport, en fait, Christophe, le rapport. En fait, l'extrême droite, on sait pourquoi on cautionne pas l'extrême droite. Oui. On le sait pourquoi, parce que c'est des. Mais attendez, Fares. Mais qui, attendez. Des idées un peu extrémistes. Mais qui vous êtes pour décider que les élections sont nulles et que personne n'ira voter? Vous êtes qui, Fares? Non, Christophe, j'ai jamais dit qu'il y aura personne qui va voter. Mais non, mais c'est ce que j'entends chez beaucoup d'entre vous, là, les irakistes, là. C'est la clientèle. Non, Christophe, c'est la clientèle du pouvoir. C'est des gens non, mais d'accord, pas de problème. Mais il y a aussi des gens qui souhaitent aller voter et participer à cette élection. On fait quoi alors? Je suis d'accord, il y aura toujours qu'on les appelle clientélisme. C'est ça qu'on appelle clientélisme. Fares, est-ce que vous condamnez le fait qu'en Kabylie, on ait monté des murs pour empêcher les gens d'aller voter? Est-ce que vous croyez que c'est une bonne méthode? Moi, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Monsieur Christophe, vous savez que on a je sais pas combien de Kabyles qui sont en prison parce qu'ils ont porté un emblème. Mais arrêtez, Fares, vous voulez qu'on rentre là-dedans?
Et combien de Kabyles ont fait partie du système? Fares, si vous voulez qu'on rentre là-dedans, on va y rentrer, il n'y a pas de problème. Mais je suis d'accord, c'est pas la question. Bah si, c'est la question. Vous pouvez avoir une élection, tout le peuple, chaque vendredi, ils sortent des millions. Il n'y a aucun... Non, il n'y a plus des millions, Fares, arrêtez. Il n'y a plus des millions. Qui couvre ça. Et vous avez des millions qui sont en prison. Vous avez un général à 84 ans qui menace tout un peuple. Il y a même pas 3 jours, il y a le ministre d'Intérieur qui a insulté la moitié du peuple. Non, attendez, alors là-dessus, c'est très intéressant ce que vous me dites, Fares. Il a pas insulté la moitié du peuple. Parce que beaucoup sont tombés dans le piège. Il a insulté, et on peut condamner le langage qu'il a employé, ceux qui sont partis demander l'ingérence au Parlement européen. D'accord, Fares, faut pas se tromper non plus. Non, j'ai bien écouté son discours. Il a nous aussi, on l'a écouté. Insulté surtout l'opposition. On a cette tendance. Ceux qui sont partis au Parlement européen. L'opposition de la main étrangère. Dès qu'il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec vous, c'est la main étrangère, c'est les étrangers. Excusez-nous, mais qui est-ce qui sont partis? Qui est parti au Parlement européen, Fares? Tous comment ça s'appelle, les O4. Ouais. Ils sont en France, ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis. Moi j'aurais une question. Bouge pas, Fares. On se met la pub et on te reprend juste après parce que ici on opère vraiment la démocratie. Je sais que t'as un peu de mal avec ça, mais nous ici c'est comme ça. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum dans cette émission en toute liberté. On s'exprime bien sûr et vous êtes les bienvenus en direct sur France Maghreb 2. Nous étions avec Fares. Avec qui nous échangions il y a quelques instants. Il est toujours là, Fares? Oui. Alors, là, Mehdi Chebaïki souhaite t'interpeller et t'as écouté attentivement, Mehdi. Il n'y a pas de problème. Alors, merci d'avoir appelé déjà, mon cher Fares. Tout d'abord, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que tu es d'accord avec le fait de dire qu'une bonne partie, je ne dis pas tout, mais une bonne partie des têtes pensantes du système sont actuellement incarcérées? Une bonne partie. Je suis pas tout à fait d'accord, il y a à peu près 10%, on va dire. 10%, très bien. Donc je suppose que tu pourrais donner les noms des 90 autres %. 90%, il y a Ali Benflis qui était dans le système, par exemple, qui était candidat. Il y a Meoubi qui est dans le système. Il y a beaucoup de généraux qui sont corrompus, ils sont encore en poste. Il y a, je veux dire, le ministre d'Intérieur qui a pacifié déjà les anciens scrutins. Bedoui. Très bien. Il y a Bessala. Je peux vous citer, je sais pas, je peux vous dire plus que la moitié. Donc, moi je parle des têtes, je parle des têtes. Donc Benflis était l'un des leaders de l'ancien système, c'est ce que tu dis. Attends, bouge pas, Fares. Oui, Mehdi, vas-y. Voilà, donc tu dis par exemple que Benflis ou Meoubi étaient des leaders de l'ancien système. Oui. Moi j'ai bien parlé des leaders. Oui. D'accord, très bien. Comme Benflis, il était le ministre du Bouteflika à l'époque. Non, j'ai pas dit qu'ils n'avaient pas un rôle, cher Fares. Moi, je parle de leaders, de têtes pensantes, de ceux qui organisaient la chose. Je te parle pas de tous les exécutants et tous les porte-flingues. Ah oui, non, les leaders, là on ne les voit pas, hein. Ceux qui organisent le système, tout ça, parce que le système algérien, c'est un peu complexe. Il y a plusieurs têtes. Maintenant, c'est des clans, en fait. Il y a le clan de général Toufik qui se bat contre le clan de général Gaïtala. Il y a le clan présidentiel qui est encore là. Il y a ces pions encore qui sont actifs. Très bien. Il y a plusieurs clans en Algérie, ça, nous sommes tous au courant. Bien. Donc, on est d'accord qu'il y a une grosse partie, quand même, des têtes pensantes du système Bouteflika Toufik, même si c'est un peu un raccourci que je fais, qui sont actuellement en prison. On est d'accord là-dessus, je suppose. À partir de là, moi, j'aimerais savoir ton avis sur les personnes, les Hirakistes au début, le mouvement Hirak. Quand il y avait des millions de personnes dans les rues algériennes, elles demandaient quoi? Elles demandaient l'arrêt du 5e mandat. On est d'accord là-dessus? Ouais. Bon, très bien. Le 5e mandat a été arrêté. Le 5e mandat a été arrêté et on a vu que une grande partie des leaders du système, de l'ancien système algérien, ont été mis en prison. Est-ce que tu seras d'accord avec moi pour dire que pour une partie des Algériens, leurs revendications ont été en grande partie satisfaites et qu'ils attendent maintenant de voir ce qui va être fait demain? Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le mal, il est plus profond que ça?
c'est pas le ça. problème. Non, mais je ne suis pas là-dessus. Non, mais alors, un instant, Fares, moi, je veux juste savoir, est-ce que tu es d'accord avec moi que pour une partie importante des Algériens, ce qui a été fait jusqu'ici répond déjà en grande partie à leurs attentes. Je ne dis pas que ça les satisfait complètement. Je dis que ça répond en grande partie à une attente d'une partie des Algériens. Est-ce qu'on est d'accord sur ce constat? Moi, je l'assure, Midi. Moi, j'ai vécu 17 ans là-bas. Je suis parti de l'Algérie à l'âge de 17 ans. Mais dis, réponds aux questions, mais Fares. Je pense encore à l'Algérienne. Fares. Je pense encore à l'Algérienne. Réponds aux questions, Fares. Non, mais réponds aux questions, pars pas dans tous les sens. Là, Mehdi te demande si tu es d'accord qu'une grande partie des choses ont été déjà... Non, c'est pas une grande partie, Christophe. Moi, je suis pas d'accord, c'est pas une grande partie. Bon, alors, qu'est-ce que... Alors, Fares, attends, excuse-moi, Fares, s'il te plaît. Moi, je ne te demande pas ton avis là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que toi, ces attentes ont été satisfaites? Et toi, tu ne me demandes pas si mes attentes ont été satisfaites. Je cherche simplement à savoir si tu es d'accord sur le fait de dire que, pour une partie des Algériens, une partie de leurs attentes ont été satisfaites et qu'ils sont en attente de voir la suite. Une partie. Une partie. On est d'accord. Voilà. Mais en fait, nous, qu'est-ce qu'on a peur en tant qu'Algérien? Qu'est-ce qu'on a peur? Il faut comprendre une chose. On a peur que maintenant, avec les mêmes têtes, le système il va se régénérer. Si on change pas le système qu'on appelle le système, si tout un fonctionnement de l'État qui fonctionne actuellement, vous ramenez n'importe qui à la tête de l'Algérie actuellement, comment elle fonctionne, elle ne marchera pas. D'accord. Fares, moi, ce qui m'importe. Dernière question, parce qu'il faut qu'on avance là. Voilà, non, mais de toute manière, ce qui m'importe, c'est simple. C'est que que des Algériens soient contre les élections, c'est parfaitement leur droit. L'Algérie aujourd'hui s'ouvre à la liberté d'expression, s'ouvre à la politique entre guillemets normale, et c'est parfaitement naturel que des Algériens soient contre. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, ceux qui aujourd'hui sont contre et qui parlent et qui crient beaucoup, doivent aussi comprendre qu'une autre partie des Algériens, elle se dit bon, on a obtenu certaines choses. Maintenant, il y a une pression qui est effectuée sur le pouvoir et l'Algérie ne peut pas revenir, en tout cas pas avant un grand moment, comme elle était autrefois. Et donc, ce qui importe à ces gens-là, c'est de se dire, plutôt que de refuser des élections, c'est de mettre la pression sur les postulants à l'élection, mettre la pression sur le pouvoir pour qu'ils libéralisent vraiment ce pouvoir et qu'on arrive pas à pas vers une démocratie. Ces gens-là ne sont pas contre la démocratie, contre la liberté d'expression ou pour Gaïd Salah. Il ne s'agit pas de ça. Il a certes ses partisans, je ne dis pas le contraire, il y a toujours des extrêmes partout et des groupies de partout. Mais il y a une grande partie des Algériens, et on ne peut pas le nier, qui se disent, bon, on a obtenu ça. Votons, faisons ces élections, attendons de voir, mettons la pression, continuons à mettre la pression sur le futur président et la future assemblée. Et à ce moment-là, on essaiera de faire bouger les choses ainsi. Il y a des gens qui ne veulent pas tout retourner. Il y a des gens qui veulent retourner la table. Le problème, comme tu l'as dit, Fares, c'est que nous avons un système tentaculaire. Et ce système ne concerne pas uniquement les grosses têtes, mais ce système a ruisselé quasiment jusqu'à l'Algérien moyen. Donc on va faire, si on change tout, si on enlève toutes les compétences de l'État, parce que toutes les compétences de l'État ont été plus ou moins mouillées dans l'ancien système. Il n'y avait pas les gens honnêtes dans le peuple et les pourris en haut. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est un roman révolutionnaire. Moi, personnellement, je suis contre les romans. Les romans, j'évite de les lire d'ailleurs. Ouais. Je ne suis pas adepte de ce truc. Mais ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que il va falloir reconstruire. Des gens sont pour retourner la table. D'autres sont simplement pour essayer d'avancer d'être constructifs. Merci, Fares. Merci Fares pour ton appel, on a pu en tout cas échanger et voilà, en tout cas avec Mehdi Chebaiki ici présent. Vous pouvez continuer de nous appeler bien sûr dans quelques minutes parce que dans un instant on va avoir une invitée. Juste le temps d'accueillir Mohamed qui nous appelle des Yvelines. Bonsoir Mohamed. Mohamed. Oui, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Bonjour et bienvenue voilà. Cher Mohamed. Donc moi oui, je fais partie de certaines personnes actuellement, etc. Depuis quelques jours. Donc vous dites que vous relayez. Alors nous, je vous assure que nous sommes sidérés par votre radio. Ce changement à 180 degrés, vous ne vous avez pas habitué comme ça. Un changement à 180 degrés par rapport à quoi, Mohamed? Toujours avec les oppressés, etc. Là, subitement, il y a 5 personnes, moi je dirais 5 personnes, c'est même pas des candidats, issus du système mafieux. C'est des gens dans votre radio qui font maintenant tous les soirs leur campagne électorale. Là, on ne comprend pas.
Donc, Mohamed. je vous assure que moi personnellement, j'ai la tête qui tourne en ce moment. Mohamed. Vous n'avez pas habitué à... Mohamed, est-ce qu'on peut Oui, je vous écoute. soit on fait un monologue et je pense que c'est pas l'objectif. Allez-y, je vous écoute. Soit voilà, on s'explique entre nous. Mohamed, comme vous dites, on vous a pas habitué à ça, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire quoi exactement? Je parle des oppressés. Non, mais oppressé de quoi, monsieur? Mais attendez, vous êtes Mohamed, vous êtes ici en France, là, d'accord? Vous vivez en France, on est d'accord. En Algérie, effectivement, il y a des gens qui sont sortis dans les rues depuis le 22 février au départ pour demander le départ de Abdelaziz Bouteflika. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Départ de Bouteflika, il est parti au mois de mars. Ensuite, il y avait des élections qui étaient prévues début juillet. Elles ont été repoussées à décembre. Et d'ailleurs, parmi les élections de début juillet, beaucoup d'entre vous aujourd'hui y étaient favorables et vous n'y êtes plus aujourd'hui. À savoir pourquoi, je ne sais pas. Nous, on a un média qui s'appelle France Maghreb 2. On a une élection qui va se dérouler en Algérie à laquelle vous ne cautionnez pas et c'est votre droit encore une fois comme quelques-uns d'entre vous, mais il y a d'autres personnes en Algérie comme ici qui ont décidé d'aller voter, de participer à cette échéance pour se faire entendre. Est-ce que cela on ne le respecte pas? Comment ça se passe? Moi je comprends pas cette vision Sachant une chose, c'est que voilà, nous avons, alors bienvenue Mohamed, c'est que vous avez tout loisir d'appeler la radio pour donner vos points de vue, comme Fares l'a fait, comme beaucoup d'autres auditeurs l'ont fait, et c'est ça la pluralité d'opinion. C'est une radio que j'adorais. J'adorais cette radio, je ne l'ai jamais appelée, et je l'appelle pour la première fois. Parce que vous dites qu'il y a des gens qui ne sortent plus, un truc comme ça, je vous assure, peut-être vous, tous les deux, vous n'êtes pas partis à Alger, vous n'avez rien vu. Vous y êtes allé, Mohamed? Vous n'avez pas vu les marches sur Alger. Mais si, on a vu, Mohamed. Vous inquiétez pas. Alors, Mohamed, Alger n'est pas l'Algérie. Alger n'est pas l'Algérie. Alger n'est pas l'Algérie, Mohamed, hein, excusez-moi, mais Alger... Et maintenant, je vous parle de l'Algérie. Je vous parle de partout. Très bien. Vous avez vu Constantine, il se trouve que j'ai pu y aller dernièrement. Partout. Mais un monde de fous. Un monde de fous. Alors, vous ne pouvez pas dire qu'il y a certains ou certains. Nous, c'est un système mafieux. C'est des candidats issus du système. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. C'est des gens, à cause d'eux, qui ont souffert et qui souffrent toujours. Voilà. Nous, je vous le dis franchement, donc nous sommes vraiment sidérés. On n'a jamais entendu ça sur votre radio, qui était pour moi jusque-là une radio respectable. Voilà. Mais attendez, Mohamed, qu'est-ce que c'est que ce procès? Qu'est-ce que c'est que ce procès, Mohamed, que vous nous faites d'une radio qui n'est plus respectable parce qu'on relaie une élection qui se passe en Algérie? Mohamed, qu'est-ce que c'est? L'avis de tout le monde, c'est mon avis. Non, mais c'est votre avis ici. Non, mais c'est votre avis de quelques-uns d'entre vous qui se manifestent aujourd'hui. Mohamed. Donc là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, vas-y. Mohamed, vous dites que c'est l'avis de tout le monde et que Alger et l'Algérie, ce qui se passe. Non, Mohamed, il faut être un peu, voilà, quand on veut bâtir une démocratie dans un pays. Quand on veut bâtir une démocratie dans un pays, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Certes, je vous rejoins, les candidats ont fait partie du système. À plus ou moins grande échelle, il y en a qui ont eu les mains beaucoup plus impliquées, d'autres un peu moins, mais ce sont des gens qui étaient à un certain niveau dans le système. Ça, je le reconnais tout à fait. Maintenant, là n'est pas la question. La question, c'est de savoir si on veut s'écouter entre Algériens, si on prend en compte l'avis de l'autre, et si on évite de jeter l'autre dans le harkisme, dans le collaborationnisme, ou que sais-je. Il faut arrêter avec cette vision de la politique. C'est ça qu'on a fait depuis l'indépendance. Si on était si, on en est là, Mohamed. On en est là. Non, on en est là parce que. Non, Mohamed, on en est là parce qu'aujourd'hui, ceux qui veulent aller voter, vous les traitez de collabos, de harkis, et c'est pas normal, c'est intolérable. Non, moi je n'ai traité personne. Non, je dis pas vous, mais je dis pas vous, Mohamed. Je n'ai traité personne. Chacun est libre. Eh ben alors tout va bien alors. Si chacun est libre, tout va bien. Je n'ai traité. Non, mais ne pensez-vous pas que c'est une farce? Je ne sais pas quel âge avez-vous tous les deux. C'est pas le propos. La mascarade de 92. Oui. On a eu des élections libres aussi. Donc, font l'appareil, c'est tout. Voilà. D'accord, mais Mohamed, moi il peut y avoir des choses qui se répètent. Mohamed, juste pour finir, Mohamed. Je ne suis pas certain que 92 soit le bon exemple à reproduire, Mohamed. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mohamed, c'était des élections des gens qui ont choisi. Et je peux vous dire que moi je n'ai pas voté, mais j'étais d'accord avec le vote parce que des gens qui ont voté, puis on les a tués, on les a torturés, on les a mis en prison. Pardon, Mohamed, excusez-moi, mais rappelez-vous de 1992. Eh bien, on va y revenir à 1992. À cette époque, il y avait tout un tas de gens qui ne cautionnaient pas le vote non plus,
Il y avait tout un tas de gens qui disaient les élections seront truquées. Il y avait tout un tas de gens qui disaient il n'y a aucune chance que le système en place accepte un changement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des élections et le fils les a remportées. Donc vous voyez, on ne peut pas prendre cet exemple, parce que cet exemple, il est à double tranchant. Moi, je veux bien qu'on le prenne, l'exemple de 92. Mais en l'occurrence, il y avait tout un tas de gens qui... D'ailleurs, il y a eu un taux d'abstention énorme à ce moment-là, et c'est le fils, justement, qui avait su mobiliser ses troupes et qui en a profité. Mais ce que je veux dire, c'est que, en effet, bizarrement, il y a eu des élections libres, alors que personne ne les attendait. Mohamed, ce qui me dérange, juste ce qui me dérange dans vos propos et dans quelques-uns d'entre vous, c'est que vous ne soyez pas d'accord, que vous dénonciez ce système, les élections. Il y a aucun problème, vous êtes libre de le faire et vous le faites ici même à la radio. Moi, ce que je ne tolère pas de votre part et de la part de quiconque, c'est de venir nous faire des procès parce que on fait le choix, comme tout bon média, de relayer. Non, vous ne relayez pas. Par contre, vous ne relayez pas. C'est des gens, je les ai. Comment ça, on relaie pas, Mohamed? Mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Une place 8h à 20h. Oui, écoutez, on a déployé le même dispositif que pour les élections tunisiennes. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Je regrette, Christophe. Non. Mohamed, on vous entend plus. Pas d'accord avec vous. Mais vous pouvez ne pas être d'accord avec nous, mais justement. Maintenant, qui aura du vote. Mais vous avez des candidats, des représentants de candidats. Mais on n'a rien du tout, monsieur. Mais pas du tout. Mais vous êtes dans l'erreur totale, Mohamed. Vous êtes dans le jugement sans savoir ce qui se passe. Vous êtes dans le jugement, Mohamed. C'est scandaleux ce que vous faites. Non, mais Mohamed, vous reconnaissez tout de même. Reconnaissez-vous, est-ce qu'il existe des Algériens qui désirent aller voter? Bah, bien sûr qu'il en existe. Bien sûr. Mohamed, ça existe. Mais je peux vous assurer. Comment? Ça, c'est une minorité. Mais arrêtez de dire n'importe quoi, Mohamed. Vous avez votre avis là-dessus. Vous pouvez m'assurer de ce que vous voulez. Moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas si ce que vous dites est vrai. Peut-être que vous avez raison, peut-être que vous avez tort, mais allez déjà dans la région parisienne, vous allez le voir. Mais oui, région parisienne, on sait qui occupe les manifestations de place de la République, Mohamed. On a compris, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, en tout cas, Mohamed, vous avez pu le faire. Mais s'il vous plaît, pas de procès. Nous, on fait juste notre relais. Notre rôle de média. Mais on prend pas parti, Mohamed. Arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez ce procès, Mohamed. Et non, là vous me parlez comme un dictateur, Christophe. Ok, vous savez, Mohamed, je suis un dictateur. Allez, je vous coupe. Là, vous commencez à me gonfler sérieusement. Je vous le dis honnêtement, vous me gonflez. Franchement, allez faire votre procès ailleurs et allez voir les autres médias, qui étaient pour le 5e mandat et qui aujourd'hui font du pro-irakiste à fond et eux, vous leur dites rien. C'est bon, allez faire votre procès ailleurs. J'ai pas de leçon à recevoir, nous n'avons pas de leçon à recevoir de quiconque. C'est clair ou pas? Voilà, non, mais c'est simple. Au bout d'un moment, ça suffit. Faut inviter ces gens, voilà. Mais qui on va inviter qui moi, je veux bien qu'on m'apporte des porte-paroles du fameux Hirak, il y en a pas. Ils sont où? On ne les connaît pas. Et ils sont pas interdits d'antenne. Ils sont pas interdits d'antenne. Voilà, il y a tous les auditeurs. Par contre, Mohamed me dit, les seuls interdits d'antenne, et je tiens à le dire clairement, les seuls interdits d'antenne, ce sont ceux qui participent ou qui sont avec ceux qui appellent à prendre les armes en Algérie. Ça, ils sont interdits d'antenne. Voilà. Non mais que les choses soient claires, parce qu'il y a des appels à prendre les armes, d'accord, de certains des manifestants d'aujourd'hui dans les rues d'Alger et d'ailleurs. Et pour la plupart d'ailleurs, beaucoup appellent à prendre les armes. Ils vivent à l'étranger, comme quoi ce sont des grands courageux. Ce sont des gens qui sont suivis par énormément de monde sur les réseaux sociaux. C'est la nouvelle tendance, Mehdi. Je vais pas citer de nom, mais tu vois à qui je fais allusion. Des gens qui sont proches de certaines ONG très douteuses, et qui viennent donner des leçons de démocratie. Allez, dehors. Non, mais ce qui serait intéressant, Christophe, c'est aussi de rappeler une chose. Quel a été le traitement médiatique depuis le 22 février fait par France Maghreb 2? Moi, je n'ai pas souvenir d'une émission où il y a eu des pro-Bouteflika qui s'affichaient, qui disaient non, voilà, les Irakistes sont des vendus, absolument pas. Pas du tout. On a salué le Hirak. Ce mouvement depuis exactement. Le 22 février. Exactement. Voilà, elle a accompagné ce mouvement depuis le 22 février jusqu'à, il y a une organisation d'élection dans un pays. France Maghreb 2 en parle, c'est somme toute tout à fait normal. Après, maintenant que des gens disent il va y avoir problème, venez le dire, il y a aucun problème. Il y a aucun problème avec ça. Mais ça s'appelle la pluralité d'opinion. Et c'est ce qui fait défaut, hélas, et moi je suis là, je parle en tant qu'Algérien, c'est ce qui fait défaut, c'est d'accepter la pluralité d'opinion et arrêter ce rejet de c'est tout ou c'est rien. Voilà. Celui qui est en face n'est pas forcément un ennemi. C'est pas binaire, celui qui pense différemment n'est pas forcément un ennemi. Qu'il y ait des problèmes, que Gaïd Salah soit ceci ou cela, il y a aucun problème là-dessus. On sait tous d'où il vient. Bah oui. Comment? Il y a aucun problème là-dessus. On le sait tous. Mais voilà, tout le monde le sait. Maintenant, c'est sur la construction à venir. Il y a des gens qui ont un avis.
et des gens qui en ont un autre. Qu'on se respecte. Absolument. Et ça commence par là. Bah, réussi à m'énerver aujourd'hui, Mohamed. Hein? C'est pas normal, ça. Bon. On va se détendre un petit peu avec Yessa qui est avec nous et qui fait partie d'un collectif créé au lendemain des interpellations des 151 lycéens à Mantes-la-Jolie. Vous en souvenez tous de ces images absolument monstrueuses de ces enfants main sur la tête, accroupis à Mantes-la-Jolie. Yessa est avec nous. Bonsoir Yessa. Bonsoir Christophe. Bonsoir, vous avez vu dans cette émission, bonsoir à tous. C'est beaucoup de tension et en fait c'est la vie quoi dans cette émission, c'est le grand forum, voilà. C'est ça, hein, c'est à l'image de nos réalités. Exactement. Soyez la bienvenue ma chère Yessa. Merci, je suis content de vous recevoir. Vous deviez venir en studio malheureusement. Oui, malheureusement ou heureusement, moi j'ai envie de dire heureusement, il y a cette fameuse grève. Donc voilà, je n'ai pas pu me déplacer pour venir dans vos studios. Alors Yessa, racontez-nous un petit peu comment s'est créé ce collectif au lendemain donc de ces images monstrueuses qu'on n'aurait cru jamais voir en France. Exactement, on a eu en live une situation qui rappelle évidemment des documents iconographiques. On peut facilement se référer à la guerre d'Algérie ou le Chili sous Pinochet, Indochine, etc. Donc cette posture qui est souvent utilisée, qui a été par le passé utilisée par des militaires ou par les forces de police. On peut penser aussi au 17 octobre 1961, cette manifestation pacifiste de nos aïeux algériens, qui eux aussi, lorsqu'ils ont été arrêtés ce jour-là, avant, comme on le sait pour certains, avant d'avoir été jetés à la Seine ou assassinés, ils ont été mis aussi dans cette posture. Donc évidemment, à ce moment-là, on se dit en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant que maman, en tant que père. Donc sur ce parking, parce qu'on est présent, les enfants sont dans cette position, cette posture depuis plusieurs heures. Dans cet enclos, on peut parler d'enclos parce que c'est un endroit qui est grillagé. Et donc on attend. La journée est longue et on reste sur ce parking. Donc le 6 décembre dernier, il pleut, il fait froid. Et lorsque le dernier lycéen qui est amené dans l'un des fourgons part, escorté par les policiers, il est 17h30 et les parents attendent des nouvelles de leurs enfants. Donc on reste une bonne partie de la soirée ensemble et dès le lendemain on se donne rendez-vous face à un snack qui se trouve juste en face du lycée Saint-Exupéry, donc l'un des deux lycées touchés par les blocus de l'an dernier à Mantes-la-Jolie. Oui. Donc on se retrouve avec des parents, beaucoup de mamans. Et là, on crée le collectif de défense des jeunes du Ventois. Donc le collectif se crée dès le lendemain de l'affaire de Mantes-la-Jolie. Très bien. Et d'ailleurs, je tiens à dire, et on va en reparler dans un instant, juste après la pause, chère Yessa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Vous êtes le premier collectif à avoir lancé ces fameuses marches, il y en a eu 4 au total, contre l'islamophobie. C'était le 19 octobre, place de la République. Exact. Et vous êtes les initiateurs, on peut le dire, même si beaucoup ont tenté de tirer la corde vers eux. Vous êtes vraiment les vrais initiateurs de ce départ de quelque chose. Je suis ravie de l'entendre. Ici, vous savez, du collectif. on se doit de donner la réalité des choses. Je veux dire, on n'est pas là pour transformer une réalité. Ne quittez pas Charrier ça, Mehdi, on revient dans un instant. Et j'invite tous ceux là qui sont en train de prendre le standard d'assaut. Patientez, vous inquiétez pas, on s'occupe de vous juste après l'interview d'Yessa. On prendra des nouvelles aussi de notre ami Bouriaki qui est en pleine manif à Paris. Et je tiens à vous informer, ceux qui viennent de nous rejoindre, que ça a complètement dégénéré du côté de la place de la République. Ils ont absolument tout cassé et que la grève est reconduite pour demain à la SNCF et jusqu'à lundi inclus à la RATP. À tout de suite sur France Maghreb 2, c'est le Grand Forum. En direct dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous avec Mehdi Chebaiki aujourd'hui en ce jeudi. Nous sommes le 5 décembre en pleine grève générale. Je vous rappelle la question du jour. Pensez-vous et craignez-vous que le mouvement perdure et que nous atteignions une paralysie du pays? Vous êtes pour l'heure 70% à le penser sur Facebook France Maghreb 2 pour voter. Twitter le Grand Forum FM2. Vous pourrez nous appeler bien sûr pour continuer notre discussion autour de ce que je pourrais appeler une démocratie qui s'opère réellement dans cette émission, et j'en veux pour preuve. Juste après, pour l'heure, nous sommes avec Yessa, le collectif des mamans de Mantes-la-Jolie, qui s'est créé, comme Yessa nous le rappelait il y a quelques instants, au lendemain de cette arrestation arbitraire. Comment on peut appeler ça d'ailleurs? C'est quoi le mot exact, Yessa, de ce qui s'est passé ce fameux 6 décembre 2018? N'ayons pas peur des mots, nous on qualifie ces interpellations de rafle.
À partir du moment comme ça où on interpelle un grand nombre de personnes, et là des mineurs, enfin beaucoup de mineurs, à ce moment-là, lorsqu'ils sont dans la rue, parce que beaucoup, c'était, on parlera un peu du déroulé de cette journée, mais voilà, c'est des gamins qui sortaient de leur lycée, ou d'autres plus jeunes, par exemple des collégiens, qui étaient dans cette rue parce que c'était l'heure du déjeuner et ils se rendaient chez eux. Donc ils ont été raflés par les forces de l'ordre ce jour-là pour être ramenés à l'endroit où ils ont été agenouillés durant plusieurs heures. Voilà. Bon, c'est le mot que vous avez employé. Je vous laisse la responsabilité de ce mot. Bon, alors, ma chère Yessa. Je l'assume. Oui, bien, j'imagine bien. Pour tout à l'heure, je précisais et je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que Yessa et le collectif des Mamans de Mantes-la-Jolie étaient à la manœuvre à l'initiative le 19 octobre en organisant le premier rassemblement le 19 octobre place de la République. S'en est suivi le 27 octobre place de la Nation. Ensuite, il y a eu le 2 novembre devant CNews et le fameux 10 novembre, la grande marche donc contre l'islamophobie. Vous y étiez le 10 novembre, Yessa. J'ai cherché parmi les prises de parole, je vous y ai pas vu, c'est normal? Alors on n'a pas pu prendre la parole. On l'a sollicité pourtant, mais voilà, tout était très carré apparemment au niveau de l'organisation. Donc on nous a refusé une prise de parole. D'accord. Donc on vous a empêché de vous exprimer à la fin de cette manifestation. Empêché, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on a sollicité la parole, mais voilà, on nous a clairement répondu que les prises de parole étaient déjà bookées, qu'elles étaient au nombre de 25 et qu'il n'y en aurait pas une de plus. Très bien. Bon, c'est toujours bon à entendre, hein. Yessa, vous êtes là parce que vous organisez une nouvelle fois ce dimanche 8 décembre une marche au départ de Barbès. Oui. Alors c'est une marche anniversaire. Une marche anniversaire. Oui, demain. Donc demain on sera le 6 décembre. Oui. Et donc c'est la date à laquelle nos enfants à Mantes-la-Jolie ont été traités comme des criminels, interpellés, tabassés, insultés. Et cette posture humiliante également, les conditions de garde à vue qu'elles aussi sont abjectes et ignobles. Donc on voulait marquer le coup. On voulait marquer le coup d'abord pour dire qu'on n'oublie pas, qu'on ne pardonne pas, et qu'on va utiliser tous les moyens nécessaires puisque la France est qualifiée d'état de droit. Donc nous, on fera valoir nos droits pour réparer ce qui a été commis ce jour-là à Mantes-la-Jolie, de la part des forces de l'ordre bien sûr, mais les forces de l'ordre à ce moment-là elles obéissent. À des ordres. Elles obéissent à des ordres qui viennent d'en haut, donc des ordres du ministère et notamment de Monsieur Castaner. Donc voilà, on marquera le coup. Ça fera un souvenir à Ségolène Royal, mais à Castaner, à Macron et à tous ceux qui ont permis ça en 2019 à Mantes-la-Jolie en France. Vous faites référence à Ségolène Royal qui avait approuvé ce qui s'était passé à Mantes-la-Jolie. On sait qu'elle a un côté très militaire, Ségolène Royal. Donc... non, excuse-moi, pardon, excuse-moi. C'est pas militaire là, c'est stupide. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, non, parce que militaire c'est noble. Là c'est stupide de raconter des phrases à l'emporte-pièce comme ça. Oui, non mais elle dit clairement. Alors sa phrase c'est, elle dit ça ne leur a pas fait mal. Oui, ça leur apprendra ce qu'est le maintien de l'ordre. Ça leur fera un souvenir. Et quel souvenir Quel souvenir ils vont garder de ces journées. Donc nous voilà, cette marche, tout ce qui a été fait depuis la création du collectif, tout ce qui se fera aussi après la marche, cette lutte dans laquelle on est entré de plein pied. Nous les femmes du collectif de défense des jeunes du Mantois, ça fera un souvenir à Ségolène Royal et à tous ceux qui ont permis ou qui ont acquiescé ou qui ont trouvé que ce n'était pas, que cet usage à ce moment-là de la force sur des enfants et quand je parle de force, cette vidéo qui dure quelques secondes, évidemment qu'on ne voit pas à ce moment-là de policiers qui frappent, qui maltraitent les enfants qui sont qui sont agenouillés, mais il y a l'usage de la force comme ça symbolique. Les forces de l'ordre représentent le bras armé de l'État qui à ce moment-là maintient une catégorie de la population et là notamment des enfants pour la plupart arabes, noirs, musulmans, turcs, des jeunes filles, des enfants qui vivent dans les quartiers paupérisés, qui vivent dans les cités de l'immigration et là notamment dans la grande cité du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Yessa, donc pour ne plus jamais revoir ce qui s'est passé il y a un an, c'est l'anniversaire, triste anniversaire de ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Vous préconisez cette marche ce dimanche 8 décembre au départ de Barbès. À quelle heure?
À 14h. 14h, départ de Barbès, messieurs dames. On a tous besoin de vous parce que plus ça sera percutant, je veux dire, pour ne plus Bien jamais sûr. revoir ce type d'image. On a besoin de vous. Et ce collectif a besoin de vous. Le nombre est important. Oui, absolument. C'est une marche qui va au départ de Barbès pour aller jusqu'où? Place de la République. Place de la République, et c'est symbolique. Barbès République, ce dimanche, 14h, messieurs, dames, on a besoin de vous. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous suivre et avoir plus ample d'informations? Bien sûr, alors on a une page Facebook, donc collectif de défense des jeunes du Montoir. On a un compte Twitter du même nom et un compte Instagram également. Très bien. Instagram, Facebook, Twitter, vous vous rapprochez de ce collectif et on compte sur vous évidemment ce dimanche. Dernière question, Yessa, vous étiez il y a 2 semaines, vous participiez à un débat sur la police chez Cyril Hanouna, dans Balance ton poste. Je tenais vraiment à vous saluer pour cet exercice compliqué et difficile. Vous avez été brillante, Yessa. Ben vraiment, sincèrement, Christophe, merci. D'autant plus que vous êtes du métier. C'était difficile, d'autant plus que c'était du direct. Et puis je suis pas une professionnelle de la parole. Je suis pas un personnage public entre guillemets. Et puis j'avais quand même face à moi des chroniqueurs et un adversaire qui est le secrétaire général des commissaires de la police nationale, qui était évidemment contre la fameuse question. Qui a fait débat ce soir-là, comprenez-vous la haine anti-flic. Alors tant bien que mal, j'ai essayé d'imposer ce que je dis comprendre et non cautionner. Je comprends qu'une catégorie de la population, pas souvent des jeunes du quartier, mais je vais parler vraiment de cette population française qui est issue de l'immigration, donc mais aussi voilà. Donc on voit que les femmes aujourd'hui, les femmes musulmanes et les musulmans en général sont touchés aussi par la répression policière. Les jeunes, les moins jeunes hommes dans les quartiers populaires. Donc il y a une catégorie de la population qui, de par la répression qui est subie au quotidien, donc ce rapport à la police. Et il va aller un peu plus loin, même par rapport aux institutions. Donc évidemment qu'on peut nourrir et qu'il est même compréhensible qu'on puisse nourrir comme ça une certaine haine ou un sentiment de révolte. Et je dis voilà que lorsque la révolte est trop contenue, elle éclate souvent par la colère et que les jeunes, par exemple, quand on les qualifie entre guillemets, je mets des gros guillemets, d'émeutiers, moi je dis simplement en fait que les injustices cumulées de par leurs conditions. N'importe quel être humain normalement constitué à un moment donné, en fait, ça éclate. Et c'est cette violence-là, moi, que j'estime légitime, contrairement à la violence légitime dont fait usage l'État et dont il a le monopole via la police, via la répression, via le système carcéral également. Là, on n'a pas le temps de parler de chiffres, mais voilà, il y a un système répressif en France. Juste une chose. Je vous interrompre. Vous avez parlé de violence légitime. En effet, l'État a un droit, exerce son droit de violence légitime. Mais dans violence légitime, il y a légitime. Et là, en l'occurrence, sur ce cas de figure, mettre une centaine d'élèves à genoux. D'ailleurs, j'aurais une question à vous poser. Combien y a-t-il eu de personnes condamnées suite à ces événements? Alors, au total, ils sont 5. D'accord. Ils sont 5, mais ils ne font même pas partie des lycéens qui ont été agenouillés. Il faut savoir qu'il y a eu des interpellations tôt le matin aux abords des lycées. Parmi les personnes, les lycéens agenouillés, aucun n'a été condamné. Aucun n'a été condamné. Ceux qui ont été condamnés, c'est surtout cela qu'il faut retenir. Donc sur une centaine de lycéens mis à genoux, 151 filmés, 151. Il y a eu 5 condamnations. Non, Mehdi. Non, parmi les 151 agenouillés, aucune condamnation. Les 5 condamnations, ce sont des interpellations qui n'ont rien à voir avec cet événement. Annexe. D'accord. Parce que cette interpellation, en fait, elle a été justifiée par le préfet de police à ce moment-là, par le commissaire de Mantes-la-Jolie et les différents corps policiers qui ont participé à cette opération de police, par les dégradations de biens matériels, par des véhicules incendiés, mais qui n'étaient pas aux abords d'établissements, mais qui étaient plutôt côté quartier du Val-Forêt. Donc c'est pour ça qu'ils ont interpellé 151 gamins. À un moment donné, ils se sont dit forcément dans ces 151, il y en aura très certainement quelques-uns qui auront commis quelques actes pour lesquels on pourra les poursuivre. Ensuite, sur les 151, il y a eu des
des tentatives de poursuite, parce que finalement il y a eu des non-lieux. On a retrouvé dans certains sacs à dos, c'est des gamins, il faut vraiment le dire, hein, qui faisaient blocus, qui manifestaient, qui avaient des revendications, notamment contre Parcoursup, etc. Ouais. Donc ils avaient des masques de chantier pour se protéger, par exemple, des gaz lacrymaux, parce que la veille, les policiers avaient lancé des grenades lacrymaux. Donc voilà. Certains sont même retrouvés devant le juge, et les juges ont reproché, mais tu avais une capuche et tu avais des gants, et là je parle du fils d'une maman du collectif qui est Hanan. On reprochait à son gamin quand même en plein mois de décembre d'avoir des gants dans son sac à dos ouais, et d'avoir une capuche, parce que quand ils ont épluché les vidéos, évidemment les snaps faits par les gamins, la vidéosurveillance également. Donc c'est l'hiver, il fait froid, un gamin qui a une capuche, mais voilà. Lorsqu'un gamin a une capuche et qu'il est arabe, j'aurais une dernière question. Quid du policier qui a filmé? Ça c'est la grande question. Comment il a pu être aussi idiot? Alors tant mieux pour nous tous, parce qu'il a bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est au niveau judiciaire. Qu'est-ce qu'il est devenu judiciairement parlant? Est-ce qu'il a été poursuivi ou pas? Parce que là, c'est un trophée. Il a filmé non pas comme voilà, c'est pas un rapport de police, hein, c'est pas un film fait pour la police, c'est un trophée personnel. Il s'est fait un petit plaisir, voilà. Et qu'en est-il judiciairement de cette personne? Il paraît que ce policier, il y a eu une mise à pied. Une mise à pied. En sachant que, lorsqu'il filme, après, c'est comme une petite prise de guerre pour sa satisfaction personnelle. Il dit, lui, qu'il n'a pas mis lui-même la vidéo sur les réseaux, mais qu'il l'a envoyée sur un groupe WhatsApp dans lequel il y a des proches à lui, et c'est l'un de ses proches qui aurait mis la vidéo sur les réseaux. Le lâche jusqu'au bout. Peu importe que la vidéo soit en ligne ou non, peu importe d'ailleurs que la vidéo soit en ligne ou non, là n'est pas la question, qu'il la mette, même qu'il la garde pour lui personnellement. C'est ça qui est problématique. Son acte est répréhensible, son acte au regard de la loi. Il est interdit de filmer et de diffuser les images de personnes entravées, et d'autant plus dans ce cas-là de personnes mineures. Et sûr, lui, il le fait. Et les petits commentaires cyniques aussi qui allaient avec. C'est ça, le petit commentaire qui dit voilà une classe qui bien sage. Et puis après, voilà, là on n'est pas dans un rapport de police, on n'est pas dans un film fait par la police pour filmer des casseurs. On est vraiment là dans l'acte d'un individu qui est pendant ces heures où il est payé par nos impôts, par les Français, s'amuse à filmer des gens qui sont présumés innocents. Des gamins, des mineurs, à se fiche de leur gueule. Moi, personnellement, je trouve ça totalement inadmissible. Voilà, l'indignité, comme on le répète depuis de longues semaines, et on le dira encore et encore, l'indignité, ce jour-là, elle est du côté des forces de l'ordre, elle est du côté des policiers, elle est du côté des adultes, elle est du côté du gouvernement. Parmi la plupart des lycéens qui ont été agenouillés, beaucoup vont avoir 17-18 ans bientôt. Cette expérience doit leur servir et doit les faire grandir, y compris sur savoir ce qu'ils ont à faire. Il y a des élections prochainement, notamment. Alors je connais pas la mairie de Mantes-la-Jolie, mais ce serait bien une action de prise de droite. Voilà, ils ont des droits, et c'est pour ça que le travail du collectif est important. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, si la tentative ce jour-là des policiers qui étaient présents, c'était de porter atteinte à la dignité de nos enfants, à leur intégrité physique et morale, nous on réparera ça, de quelque manière que ce soit. Et dimanche, ça commence dimanche à 14h au départ de Barbès jusqu'à République, messieurs dames. On compte sur vous, soyez là pour encourager le travail du collectif. Allez les rejoindre, likez sur Facebook, Twitter, Instagram. Et 14h dimanche 8 décembre pour ne pas oublier, ne jamais oublier, parce que il est important de se rappeler ce qui s'est passé ce fameux 6 décembre. C'est d'adultes à tous. Ouais. À toutes et j'ai envie de dire aussi une chose, on parle des enfants, mais on pourrait parler aussi du corps policier, parce que cette image, qu'on le veuille ou non, a fait beaucoup de mal à la police, à l'image de la police, une fois de plus. Hélas, une fois de plus, les brebis galeuses entachent un corps qui est respectable, qui doit être respecté parce qu'il assure notre sécurité à tous. Ouais. Il ne s'agit pas de faire de l'anti-flic à tout crin, pas du tout, au contraire. C'est justement pour protéger aussi la police d'un rejet qui peut avoir lieu. Elle doit mettre de côté ces brebis galeuses. Et ces gens-là, enfin, celui qui a filmé et ceux qui ont participé à ça et ceux qui ont donné des ordres en font partie. On aime notre police. La solution, c'est ça. Servir. Elle est là pour protéger et servir. C'est ce que j'avais tenu à dire sur les plateaux de Balance ton poste. Tant que la justice, parce qu'il y a une responsabilité aussi de la justice, tant que la justice ne fera pas preuve de sévérité envers les policiers qui sont des justiciables, comme les autres, lorsqu'ils commettent
une faute pouvant parfois, une faute dans la procédure, disons. Lorsqu'ils commettent des actes de violence et des crimes parfois, lorsque des hommes ou des femmes meurent entre les mains de la police. Tout ça, tant que la justice ne punira pas de manière sévère, ça donne un sentiment comme ça de toute puissance. Donc le sentiment d'impunité, finalement, il conforte les policiers. Et puis voilà, on en arrive à des scènes comme celle qui a eu lieu le 6 décembre dernier à Mantes-la-Jolie. C'est ça. Où on a même dénié le droit à l'enfance et à l'insouciance de nos gamins. Dernière chose, Mehdi. Voilà, juste une dernière chose. Le métier de policier est difficile. Dans les banlieues françaises, c'est très difficile avec toute la délinquance et les criminalités qu'il y a, les insultes et toute cette délinquance qu'on connaît tous dans le métro, dans les transports en commun, dans la rue. Personne ne remet cela en cause, absolument personne. Toute alors personne moi, quand même, gens sait je que le vais travail de la émettre quand police même est absolument... Attends, bouge pas, Yessa, bouge pas. Simplement, quand on est policier, on fait pas un métier comme un autre. On n'est pas boulanger. Et la seule chose que l'on demande aux policiers, c'est de faire un travail différencié. C'est-à-dire de dire, voilà, cette personne est criminelle parce qu'il fait un acte criminel. Cette personne qui habite dans ce quartier et qui n'a rien fait n'a pas à être traitée comme telle. C'est simplement cela. C'est simplement cela qu'on demande à la police. Exactement. Taper sur les donc voilà, il y a des quartiers où les policiers n'ont pas du tout de mal à entrer. Moi, je parle de là où on se place, c'est-à-dire je parle de Mantes-la-Jolie, il y a une omniprésence policière. Et même ça, c'est une forme de violence. C'est une forme de violence pour les habitants du quartier. D'accord sur la présence. Là, pardon, excusez-moi, sur la présence policière dans les quartiers, je suis pas tout à fait d'accord. Tout dépend comment cette présence se passe. Il peut y avoir une présence apaisée et hélas, les politiques ne font rien pour que ça ait lieu. Mehdi, tu n'es pas sans savoir que dans les quartiers, je veux dire, je suis bien placé pour en parler. J'y ai habité, donc j'ai vu de quoi il s'agit. Quand t'es des jeunes, tu te regroupes, tu te rassembles, voilà. Tu fais ce que t'as à faire et que t'es contrôlé 3 fois par jour par les mêmes policiers qui viennent t'embarquer et te relâchent 1 heure après. C'est quoi ça? Ça s'appelle comment, Mehdi? Excuse-moi. Leur espace public. Je l'ai vécu. Bah voilà, donc voilà. Des choses graves ça existe toujours. Ça existe toujours aujourd'hui. Non, mais simplement, ça ne veut pas dire que la police ne doit pas être présente dans les quartiers. Attends, on peut aussi parler. Elle doit être présente lorsqu'il y a nécessité. Elle doit pas être présente juste pour faire simplement. Non, au contraire. Non, je parle pas des contrôles abusifs. Je parle pas de ça. Je parle d'une présence apaisée. Ouais. Les policiers doivent faire partie du quartier, doivent être des gens du quartier, doivent être reconnus comme tels et doivent en échange donner le respect à la population qu'ils servent et qu'ils doivent protéger. Ouais. C'est tout ce que je dis. Maintenant, la présence policière ne doit pas être vue. Hélas, à cause des agissements, elle est vue comme ça. Je le sais très bien, j'ai subi les foudres de certains policiers des pourris. Voilà, j'ai eu affaire à ces gens-là. Je sais très bien de quoi je parle. Mais ce que je dis, c'est simplement que justement, on doit mettre en place une police locale qui sait traiter avec ces gens et qui sait, comme on dit, trier le bon grain de livret. Simplement taper sur les délinquants, taper sur les criminels, il n'y a aucun problème avec ça. Mais les autres jeunes, ce sont des jeunes. Il faut les traiter comme tels, avec respect. Et parfois, s'ils sont un peu trop, voilà, on a tous été jeunes. Il faut faire la différence entre un jeune et un criminel. C'est tout ce que je demande à la police. Yessa, on rappelle. Oui, pour l'instant, ils ne le font pas. Yessa, on rappelle, dimanche le rendez-vous 14h au départ de Barbès jusqu'au République. Rappelez-nous qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il grève. Qu'il neige. On sera là. Oui. Absolument. On sera là et on vous attend nombreux. 14h, 8 décembre donc. Rappelez-nous le nom de votre collectif sur Facebook, Twitter, Instagram, s'il vous plaît, Yessa. Le collectif de défense des jeunes du Mantois. Très bien. Merci beaucoup, Yessa. Et bon courage et évidemment, tu es la bienvenue ici quand tu le désires. Merci beaucoup, Yessa. Avec plaisir. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup, Yessa. Bon. Bah voilà, au moins on a parlé de vrais sujets là. On s'est pas rentré dedans pour rien, les gars. Bon, est-ce que Kamel est encore là? Salut, Kamel. Oui, bonsoir. Donc, quelle patience, Kamel, bravo. Ça, c'est déjà une grande qualité. C'est une qualité exactement qu'on devrait tous avoir, même sur des sujets aussi épineux que l'élection algérienne. Est-ce que tu seras là dimanche à 14h au départ de Barbès? Parce que là, c'est vraiment important, ça, Kamel. Je vais être honnête avec vous, je suis sur Lyon, j'aurai des difficultés. Ah, t'es un Lyonnais! T'es un cousin de Chebaïki! T'es un cousin de Mehdi Chebaïki, il était à Lyon, lui aussi. Tout à fait. Un cousin, non, mais en tous les cas, je vais vous dire une chose. D'abord, je salue cette dame qui est intervenue et je pense qu'aujourd'hui, à défaut qu'il y ait... on parle de bourgeoisie. Non, je dirais qu'à maintenant, des personnes qui font partie de la société française avec une particularité musulmane ou culturelle, algérienne, marocaine, qui aujourd'hui ont la possibilité d'exprimer, de défendre cette jeunesse en difficulté, ces femmes voilées. Et je pense que chacun maintenant doit
doit défendre, doit prendre la parole, doit aller sur les ondes, doit aller sur les plateaux pour défendre, mais correctement, avec tout le respect qui s'impose, mais la clairvoyance aussi. Et on n'a plus besoin, vous parliez de Ségolène Royal, et je vais rebondir là-dessus. Le Parti socialiste a perdu son réservoir électoral car nous avons pris notre indépendance intellectuelle. Nous savons nous-mêmes nous exprimer, défendre nos droits. Nous n'avons plus, comme nos parents en avaient besoin, nous n'avons plus besoin de porte-parole. On n'a plus besoin de tuteur, quoi, c'est ça. On n'a plus besoin de tuteur, tout à fait. Et je pense que c'est là d'où vient cette frustration qu'avait le PS à considérer qu'il serait notre porte-parole à jamais. Non. On est passé par l'école de la République, alhamdoulilah, nous savons parler aussi bien que les Français de nuit. Ils sont bien les mecs de Lyon quand même. Hein. Je voudrais revenir, sur la question algérienne. Il est vrai que c'est un sujet assez passionné et passionnant. Moi qui suis originaire, de France, de Lyon. Et je vais vous dire une chose, mais j'ai une double nationalité. Oui. Ce que je veux vous dire, c'est que il faut apprendre, il faut regarder l'histoire, il faut réfléchir, et il faut se rendre compte qu'on est à un tournant fatidique de l'histoire algérienne. J'ai lu il y a très longtemps, très jeune, un livre écrit par Salah Abbas, L'indépendance confisquée. Dans son livre, il expliquait qu'il était prévu que ce soit un gouvernement civil qui prenne les rênes de l'État algérien à son indépendance, et que ce ne soit pas l'armée des frontières qui n'a pas combattu qui prenne le pouvoir en instaurant, le pire encore, un régime militaire. Voilà la question. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes en train de régler la question qui avait été posée par Salah Abbas. Le peuple, qu'il soit de Kabylie, et je vous le dis, monsieur Christopher, parce que je pense que là, il y a une erreur d'appréciation de notre part, de Kabylie, non, c'est pas une erreur d'appréciation, mais bon. De Constantine, de Steve, tout le peuple algérien est levé contre cette élection. Pour quelle raison? C'est qu'on se rend compte que les hommes politiques qui ont qui ont la fibre nationale, comme Mohamed Boudiaf ont été emprisonnés, et bizarrement, juste avant qu'on nous propose un simulacre d'élection présidentielle. Donc, on veut nous proposer, en réalité, des Bouteflika bis. Parce que ces gens ont été nourris par le système, et aujourd'hui, ils viennent avec un semblant de virginité. Le peuple algérien n'oublie pas. Le peuple algérien a une histoire. Le peuple algérien a une mémoire. Kamel, il y a aucun problème avec ce que vous dites. Kamel, il y a aucun problème avec ce que vous dites. Moi, je veux dire, j'entends et je respecte totalement vos propos dès lors qu'ils sont, en tout cas, énoncés de la sorte, avec respect. Il y a aucun problème. On peut entamer une discussion. Par contre, là où ça me dérange, c'est quand on fait le reproche à la radio d'avoir invité des représentants des candidats pour relayer quelque chose qui s'appelle une élection présidentielle en Algérie. Après, libre à chacun, à chacune, et c'est l'histoire qui retiendra et qui donnera raison ou tort à certains d'entre vous ou de nous, de relayer un événement. Je veux dire, d'entendre des choses, vous êtes complice, vous avez touché des chèques, vous êtes payé par l'Algérie, il faut juste arrêter ce délire. C'est du délire total. Tout à fait. Est-ce que France Maghreb 2, pardon Kamel, est-ce que France Maghreb 2, Kamel, n'a pas accompagné ce mouvement du Hirak depuis le 22 février. Écoutez, franchement, d'intervenir assez rarement, mais je vous écoute souvent et vous apportez votre pierre à l'édifice. Je vous dis, on peut pas nous être défenseurs d'une vraie démocratie en condamnant celui qui a une idée différente de la vôtre. Bravo. On serait complètement dans une contradiction. Merci, si Kamel. Celui qui a un avis contraire, même s'il défend le régime pourri, vous le dire clairement les choses, c'est qu'on n'a pas compris le sens de cette démocratie. Il faut laisser la place à toutes les tendances, même celles contre lesquelles on combat. Merci Kamel, je suis désolé parce que là j'ai la pub, mais en tout cas on t'a bien écouté, merci. Voilà, des belles paroles de sagesse et moi je respecte totalement votre point de vue. Voilà, parce que il est entendable, il n'y a pas de problème, on peut entamer une discussion, mais là aujourd'hui c'était vraiment nécessaire de faire une mise au point sur ce qu'on a pu entendre, ce que j'ai pu entendre, y compris d'ailleurs de la part de certains auditeurs concernant cette émission spéciale. Merci beaucoup Kamel et bonne journée à Lyon. Dans un instant, merci, Kamel. On termine avec Mehdi Chebaiki, on va prendre parce qu'il y a beaucoup d'appels, c'est un truc de fou. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous et en direct. Cher Mehdi, on a retrouvé notre Fifi national, Philippe Bouriaki, qui était à la manifestation cet après-midi. Philippe, t'as réussi à t'extraire, à sortir de cette manifestation, hein? Ouais, c'est très compliqué. Alors j'invite celles et ceux qui nous écoutent dans la manifestation à remonter le boulevard Magenta parce qu'à base de la République ça pique un petit peu, il y a des gaz lacrymogènes et on est nassé sur les rues adjacentes, donc on ne peut pas sortir. Donc remontez le boulevard Magenta, prenez la rue des Marais, le passage des Marais, pardon, exactement. Et là du coup vous allez pouvoir vous extraire, sinon vous allez vous heurter à
à des fonctionnaires de police qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent rien entendre, bien que ils ont en face d'eux des familles, des jeunes gens qui sont de manière pacifique, apaisés et qui veulent tout simplement rentrer chez eux. Bon, alors tout va bien. T'as pu constater effectivement qu'il y a eu beaucoup de casse place de la République ou pas? Alors non, un petit peu avant, oui, j'en ai vu. J'ai pas pu me rendre jusqu'à Place de la République parce que il y avait le cortège était compact et il ne pouvait plus avancer et par précaution puisque il peut y avoir des moments de foule de retrait assez violents. Ça commençait vraiment à piquer la gorge et l'air était irrespirable. Donc revenu sur mes pas dans une première fois pour interviewer et vous montrer sur la page du Grand Forum la fin du cortège et le défilé dans son entier qui se produisait très bien, puis redescendu une dernière fois pour essayer vraiment d'arriver à la Place de la République et là c'était impossible et ça piquait trop donc il fallait faire demi-tour. On est rassuré, notre Fifi va bien et j'ai besoin de toi pour rentrer mon Fifi, à tout de suite. Ah, tout de suite, je suis là dans 5 minutes. Très bien, parfait. Ah oui, carrément. Bon. Ah, salut mon Fifi. Voilà, parce que oui, pour rien cacher aux auditeurs, c'est mon Fifi qui m'a emmené à la radio. Hein, en moto les gars, je me suis caillé pour me faire engueuler en plus. Non mais, vous vous rendez compte, je viens à la radio, jour de grève, alors je pourrais rester tranquillement au chaud chez moi, et vous osez venir m'engueuler. Non mais je veux dire, au bout d'un moment... D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que demain, c'est exactement la même situation dans les transports en commun. Identique à celle d'aujourd'hui. 10 lignes de métro fermées, RER A très ralenti, B également, C et D, trafic quasi nul. Linda, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir Mehdi. Voilà. Bonsoir Linda. Linda qui nous appelle de l'Est de la France. Oui, de l'Est de la France où tout va bien, à part le brouillard qui est très épais. Ah, bah il y en avait beaucoup nous aussi ce matin. De quelle région de l'Est? Le Grand Est. C'est un beau nom, merci Manuel Valls. Mais quelle ville? De Nancy. Ah, Nancy, la place Stanislas. Oui, la place Stanislas, mais pas que. Il connaît ses classiques, l'ami Mehdi. Linda, je vous laisse conclure. Non, mais je connais beaucoup la Moselle, moi. Je connais beaucoup la Moselle. Oui. Moi, je suis originaire de Moselle. Ah oui. J'ai travaillé mon camp en allant en Meurthe-et-Moselle. Et pourquoi ils disent oui? Ils disent pas oui, ils disent oui. On parle français, tiens. Alors Linda, je vous laisse conclure ce débat très agité aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce que vous aviez à nous dire? Alors moi, ce que j'avais à vous dire, c'est deux choses principales. La première, donc sur les élections algériennes, moi, je salue France Maghreb 2 du travail qui est fait parce que vous nous donnez accès à des informations que nous, expatriés, qui sommes pris dans le quotidien et dans le tourbillon de la vie, n'avons pas forcément, dont nous n'avons pas forcément connaissance. Donc le fait d'avoir interrogé les représentants des candidats, c'est très bien. Ça a permis d'avoir accès à leurs réseaux sociaux, de pouvoir voir leurs programmes et de décider chacun qui veut. Mais la réaction de votre auditeur est parfaitement symptomatique du problème du peuple algérien. C'est vraiment, donc il y a un hirak, on est d'accord jusque-là, mais il n'y a pas de représentant, rien qui est sorti de ce hirak qui est concret et qui donne une alternative à ces candidats-là. Donc, on doit voter et ensuite, ce sera au peuple d'exercer un contrôle sur des personnes qu'ils auront élues. Première chose. Et deuxième chose, juste pour conclure, ce serait... c'est pour répondre à la question du jour. Moi, je soutiens totalement le mouvement de grève. Voilà, qui a lieu, que ce soit pour les cheminots que l'on peut qualifier de privilégiés peut-être, mais dans tous les cas, moi je soutiens et j'appelle vraiment l'ensemble de vos auditeurs à soutenir le mouvement de grève parce que certes ça cause un petit peu de trouble aujourd'hui en termes d'organisation et compagnie, mais ce sera que du plus pour demain et ça faut le garder en tête. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup Linda, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux en matière de conclusion. Merci ma Linda. Bonne soirée. Je me permets de vous embrasser. Au revoir Christophe, au revoir. Merci, au revoir Linda. Bon, vous êtes des privilégiés à la SNCF, c'est ce qu'elle a dit Linda, non? Il paraît. Maintenant des privilégiés qui se lèvent à 3h30 du matin, il y en a pas beaucoup. Bon, merci mon Mehdi. Mais il n'y a pas de quoi, merci à toi, merci à nos auditeurs. Je vais braver le froid pour rentrer chez moi. Brave, surtout fais attention à la circulation. Oui. Bon, il y a un bon conducteur, ça devrait le faire. On a notre cher Philippe Buriachi. C'est ça, il arrive. Bon, les enfants, demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Pour vous dire si je serai là ou pas, j'en sais rien. Parce que c'est vraiment le bazar total. Les transports sont, je le disais tout à l'heure, identiques à aujourd'hui, selon les prévisions qui viennent de tomber. 10 lignes de métro fermées, donc parmi les métros qui vont fonctionner normalement, évidemment les lignes automatiques 1 et 14,
Ah oui, ça nous aura pas échappé. Pour le reste, il y a quand même 10 lignes qui seront fermées, donc ça va être très compliqué, le RER, un trafic quasi identique. Donc bon courage à tous, bien sûr. Je peux dire une dernière chose? Bien sûr, je t'en prie, mon Mehdi, vas-y. On n'a pas eu le temps de parler rapidement du fond de la réforme des retraites. Là, on parle beaucoup de retraite, voilà, la réforme par les points, les différents statuts, les différents régimes de retraite. Il y a simplement 2 questions qu'il faut se poser en matière de retraite. La natalité et l'emploi. S'il n'y a pas assez d'enfants, et si ces enfants, une fois grands, ne travaillent pas, forcément, il y a un problème des retraites. Ouais. Et la seule réponse du gouvernement, il n'y a aucune réponse apportée à la politique de la natalité en France, et aucune réponse apportée à l'économie et au développement d'emplois en France. À partir de là, eh bien, les réformes, on va en avoir les unes derrière les autres, forcément. Merci Mehdi Chebaiki, et très bonne soirée. J'ai été ravi de faire cette émission avec toi, mon Mehdi. À bientôt. C'est toujours un plaisir. Salut à tous, salut à nos auditeurs. Dans un instant, l'excellent DJ Nabil sera là sur France Maghreb 2. Il va vous accompagner jusqu'au bout de la nuit, hein. Il est parti là, il est chaud. 18h02. Pardon pour le retard. L'essentiel de l'actualité de ce jeudi soir, 5 décembre, jour de grève générale partout en France avec Sophie Terrance. Bonsoir. Bonsoir à tous. Des centaines de milliers de manifestants dans les rues de France pour protester contre la réforme des retraites. À Paris, la CGT parle de 250 000 manifestants, 100 000 à Toulouse. Paris réussit donc pour les syndicats. Mobilisation dans les rues, dans les transports, dans les hôpitaux, les administrations. Nous serons dans les cortèges au début de ce journal. Nous poserons aussi la question à un politologue. Ce mouvement peut-il s'inscrire dans la durée? À suivre aussi un point sur les perturbations à attendre pour demain. La mobilisation contre la réforme des retraites a été massive. Le ministère de l'Intérieur recense plus de 450 000 personnes dans une 50aine de villes en France. Les grandes villes comme les plus petites, à l'image de Narbonne, Évreux, Saint-Nazaire, Niort ou Bayonne. Nous prenons tout de suite la direction de Toulouse, où entre 33 000 et 100 000 personnes ont défilé cet après-midi. Du même niveau donc que les manifestations de 2010 et 2003. Dans le cortège, des profs, des cheminots, des personnels hospitaliers, des étudiants, des salariés du privé. Pense-t-il pouvoir faire fléchir le gouvernement? Réponse. Moi j'étais là en 95 et de voir ça aujourd'hui c'est très très bien. Ça rappelle ça, oui. En tout cas il faut ça parce que l'enjeu il est à ce niveau-là. On gagnera rien si on lutte pas et donc il faut lutter pour gagner. Le gouvernement a bien joué en démolissant systématiquement l'image du mouvement, notamment des Gilets jaunes. Mais bon là les gens se réveillent parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont quand même marchés sur les pieds. Et de toute façon ça peut pas durer. Suffisant, je sais pas, mais je sais que si j'étais au pouvoir aujourd'hui je tremblerais et je me poserais des questions. De toute façon l'État attend déjà le mouvement d'aujourd'hui, ce que ça va donner. Il y a un rapport de force. Et si on n'a pas ce rapport de force, malheureusement, on n'a rien. C'est dommage. Propos recueillis à Toulouse, au micro d'Elsa Ruot. Toulouse, où des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et quelques casseurs en fin de mobilisation. Idem à Paris, où le cortège a été bloqué à plusieurs reprises, notamment au niveau de la place de la République et de la place de la Nation. 500 casseurs ont été comptabilisés sur place. Des heurts donc, même si dans l'ensemble, les rassemblements se sont plutôt bien passés. Même Édouard Philippe, le Premier ministre, le confirme. Je voudrais dire qu'il y a eu beaucoup de manifestations organisées en France, que dans un très grand nombre de villes, elles se sont bien passées. Il y a eu quelques villes où on a constaté des débordements, souvent liés à la présence de casseurs qui ne venaient pas pour manifester. C'est le cas à Paris où on observe quelques tensions autour de la place de la République. Mais je voudrais dire que dans l'ensemble, et je rends hommage aux organisations syndicales, les manifestations se sont bien déroulées à peu près partout en France et c'est important de le souligner. Paris où les chiffres de la mobilisation des syndicats ont été dévoilés ce soir. Au moins 250 000 personnes selon la CGT qui est déterminée à poursuivre le mouvement. Alors est-ce le début d'un mouvement dur? Le gouvernement peut-il trembler? Élément de réponse avec Pierre Dumazeau. Il est directeur de la rédaction de la lettre de l'expansion. Je pense que le mouvement peut s'inscrire dans la durée pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que les Gilets jaunes ont déjà été un avertisseur de cette colère. Les syndicats et CGT en tête ont déjà prévenu que la grève pourrait être reconductible. Et du côté du gouvernement, il y a la volonté de ne pas lâcher du tout ce projet de réforme. Donc, si les deux côtés n'arrivent pas à dialoguer, on voit aujourd'hui que le dialogue est rompu entre le gouvernement et les organisations syndicales, eh bien, il y aura forcément blocage qui durera plusieurs jours. Il faut s'attendre, en tout cas, se préparer à un mouvement non seulement très suivi, mais qui s'inscrira, je le pense, dans la durée. Propos recueillis par Boris Karlamov. Le gouvernement joue la carte de l'apaisement. Le Premier ministre devrait dévoiler en milieu de semaine prochaine l'architecture générale de la réforme. En attendant, la discussion avec les syndicats reste ouverte, assure l'Élysée. Les syndicats qui ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin
On attend dès demain de nouvelles perturbations, Clémence Le Barry, ce qui laisse présager un mois de décembre assez compliqué. Et oui, il va encore falloir reporter votre trajet ou bien trouver une solution alternative. La SNCF annule 90% des TGV, 70% des TER. Les liaisons maintenues se feront essentiellement en bus, idem pour les intercités ou les trains internationaux. Ça reste donc extrêmement perturbé sur l'ensemble du pays, plus ou moins selon les régions. En région parisienne, sur le réseau transilien, comptez 15% de trafic assuré. Galère également pour le métro parisien. La RATP prolonge la grève jusqu'à lundi au moins. Des perturbations aussi à prévoir dans les airs. 20% des vols sont annulés pour la journée de vendredi selon la Direction générale de l'aviation civile. Et Air France annule notamment 30% de ses vols intérieurs. Voilà pour ce qu'on pouvait retenir de cette journée de mobilisation particulièrement suivie. En bref, dans l'actualité aux États-Unis, les choses s'accélèrent dans la procédure de destitution de Donald Trump. La chef des démocrates, Nancy Pelosi, a demandé que soit rédigé l'acte d'accusation contre le président, soupçonné de collusion avec l'Ukraine, pour obtenir des renseignements sur ses opposants politiques. Et puis le lancement demain soir du Téléthon, 33e édition axée cette année sur la thérapie génique, qui apporte de sérieux espoirs à des millions de patients atteints d'une pathologie génétique. Pour faire un don, vous connaissez le numéro, le 3637. Et voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.